Imaginez un instant que la plus grande autoroute maritime du monde se ferme. C'est exactement ce qui s'est passé en 1956, et ça a tout changé. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la crise du canal de Suez, un événement qui a redessiné la carte du pouvoir mondial. Le 26 juillet 1956, depuis un balcon à Alexandrie, le président égyptien Gamal Abdel Nasser annonce une nouvelle qui va secouer le monde, la nationalisation de la Compagnie universelle du canal de Suez. Pour l'Égypte, c'est un acte de souveraineté, une façon de reprendre le contrôle d'une ressource vitale sur son propre territoire. Pour la France et le Royaume-Uni, qui contrôlaient la compagnie, c'est un affront direct, une menace pour leurs intérêts économiques et leur prestige colonial. Mais pourquoi ce canal est-il si important ? Construit par le français Ferdinand de Lesseps et inauguré en 1869, le canal de Suez est un raccourci miraculeux entre l'Europe et l'Asie. Avant lui, les navires devaient faire un détour immense et périlleux par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Le canal a réduit ce trajet de plusieurs semaines, devenant l'artère vitale du commerce mondial, en particulier pour une ressource de plus en plus cruciale, le pétrole. Dans les années 50, l'Europe dépend massivement du pétrole du Moyen-Orient pour reconstruire son économie après la Seconde Guerre mondiale. Les 2/3 de ce pétrole transitent par le canal de Suez. Le contrôler, c'est donc tenir les clés de l'économie européenne. Pour Londres et Paris, la décision de Nasser est inacceptable. Il voit en lui un leader nationaliste arabe dangereux qui pourrait à tout moment couper leur approvisionnement en énergie. La tension monte rapidement, les négociations diplomatiques échouent. Les Britanniques et les Français, hantés par le souvenir de l'apaisement face à Hitler, sont déterminés à ne pas laisser Nasser s'en tirer. Ils ne sont pas seuls. Un autre acteur régional a ses propres raisons de s'inquiéter. Israël. Pour Israël, l'Égypte de Nasser représente une menace existentielle. Le pays subit un blocus dans le détroit de Tiran qui coupe l'accès à son port d'Eilat et Nasser soutient activement les combattants palestiniens. Une alliance secrète se forme alors. Fin octobre 1956, dans une villa discrète à Sèvres, près de Paris, des représentants britanniques, français et israéliens se réunissent en grand secret. Ils élaborent un plan audacieux, connu sous le nom de protocole de Sèvres. Le scénario est le suivant. Israël lancera une attaque contre l'Égypte dans le Sinaï. Ensuite, la France et le Royaume-Uni interviendront sous prétexte de vouloir séparer les combattants et protéger le canal. Leur véritable objectif ? Reprendre le contrôle du canal et, si possible, renverser Nasser. Le 29 octobre 1956, l'opération est lancée. L'armée israélienne avance rapidement dans le désert du Sinaï, comme prévu. Le lendemain, Paris et Londres adressent un ultimatum aux deux camps, leur demandant de se retirer à 16 km du canal. Un ultimatum que l'Égypte, attaquée sur son propre sol, ne peut qu'ignorer. C'est le prétexte attendu. Les bombardements franco-britanniques commencent, suivis d'un débarquement de parachutistes à Port Saïd. Militairement, l'opération semble être un succès. Les forces égyptiennes sont en difficulté. Mais Nasser a une dernière carte à jouer. Il ordonne de s'aborder des navires dans le canal, le bloquant complètement. Le choke-point est verrouillé. Le chaos commercial commence. Le pétrole ne passe plus. Les tankers doivent de nouveau contourner l'Afrique. Le prix de l'énergie s'envole en Europe. Et des mesures de rationnement sont mises en place. Mais la plus grande surprise ne vient pas du champ de bataille, mais de la scène politique internationale. Deux puissances que tout oppose vont s'unir contre cette intervention, les États-Unis et l'Union soviétique. Les soviétiques, qui cherchent à étendre leur influence au Moyen-Orient, menacent d'intervenir militairement, allant jusqu'à évoquer l'usage de missiles nucléaires contre Londres et Paris. C'est une posture, mais elle fait son effet dans le contexte de la guerre froide. Plus surprenant encore, la réaction de Washington. Le président américain Dwight Eisenhower est furieux. Ses alliés ont agi dans son dos, à un moment critique, juste avant l'élection présidentielle américaine, et alors que l'URSS réprime brutalement l'insurrection en Hongrie. Pour les États-Unis, cette aventure coloniale d'un autre âge risque de pousser tout le monde arabe dans les bras des soviétiques. Washington décide alors d'utiliser son arme la plus puissante, l'économie. Les États-Unis exercent une pression financière énorme sur le Royaume-Uni,
menaçant de vendre massivement leurs réserves de livres sterling, ce qui aurait provoqué l'effondrement de la monnaie britannique. Coincé, le Premier ministre britannique Anthony Eden n'a pas le choix. Moins de 10 jours après le début de l'intervention, il annonce un cessez-le-feu. La France et Israël sont contraints de suivre. La crise de Suez se termine par une humiliation totale pour les puissances européennes. Elles ont échoué à reprendre le canal et à renverser Nasser. Pire encore, elles ont révélé leur faiblesse et leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est la fin de leur statut de superpuissance mondiale, le dernier soubresaut de l'ère coloniale. Pour Nasser, c'est une victoire politique immense. Même s'il a perdu militairement, il a tenu tête à 3 nations et a conservé le contrôle du canal. Il devient un héros dans le monde arabe et une figure de proue du mouvement des non-alignés. L'Égypte gardera le contrôle du canal, qui sera finalement rouvert à la navigation en avril 1957. Les conséquences de cette crise sont profondes et durables. Elle accélère la décolonisation. Elle consacre les États-Unis et l'Union soviétique comme les 2 seuls vrais maîtres du jeu mondial. Elle transforme aussi radicalement le marché de l'énergie. L'Europe réalise sa vulnérabilité. Cet électrochoc énergétique pousse les pays à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à chercher des alternatives au pétrole du Moyen-Orient. C'est aussi à cette époque que naît l'idée de construire des supertankers, des navires géants capables de transporter d'énormes quantités de pétrole en contournant l'Afrique de manière rentable, rendant le canal moins indispensable. Des décennies plus tard, en 2021, le monde a eu un rappel brutal de la fragilité de ses artères commerciales, lorsque le porte-conteneur Ever Given s'est échoué, bloquant le canal de Suez pendant 6 jours. Cet incident a montré que, malgré les supertankers et la diversification, le canal reste un point de passage absolument critique pour l'économie mondiale. La crise de Suez de 1956 n'est donc pas qu'une simple page d'histoire. C'est une leçon sur la géopolitique, le pouvoir, l'énergie et la fragilité de notre monde interconnecté. Une leçon qui résonne encore très fort aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À très bientôt, salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Vous vous souvenez de l'Ever Given, ce porte-conteneur géant qui a bloqué le canal de Suez en 2021? Cet incident nous a rappelé à quel point cette voie navigable est cruciale pour le commerce mondial. Mais saviez-vous qu'en 1956, ce même canal a été au cœur d'une crise internationale bien plus explosive qui a redessiné la carte géopolitique du monde? Aujourd'hui, on remonte le temps pour comprendre la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, un événement qui a secoué la planète entière. Imaginez, nous sommes en pleine guerre froide. Le canal, inauguré en 1869, est alors contrôlé par une compagnie franco-britannique, un vestige de l'ère coloniale. Pour l'Égypte, dirigée par le charismatique Gamal Abdel Nasser, cette situation est une humiliation nationale. Nasser rêve de moderniser son pays et son projet phare, c'est le barrage d'Assouan, une infrastructure colossale pour contrôler les crues du Nil et produire de l'électricité. Mais pour le financer, il a besoin d'argent. Après le retrait du soutien américain et britannique pour le projet, Nasser cherche une nouvelle source de revenus. Et il la trouve juste sous ses yeux, le canal de Suez. Le 26 juillet 1956, depuis un balcon à Alexandrie, Nasser annonce devant une foule en délire sa décision choc, la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. Pour l'Égypte, c'est une déclaration d'indépendance économique et un acte de fierté nationale. Les revenus générés par les péages du canal financeront le barrage. Mais pour la France et le Royaume-Uni, c'est un affront insupportable. Ils perdent non seulement une source de revenus considérable, mais aussi le contrôle d'une artère vitale pour leur approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient. La tension monte d'un cran. Face à ce qu'ils considèrent comme une provocation, Londres et Paris décident enfin de réagir. En secret, ils élaborent un plan avec Israël. C'est le fameux protocole de Sèvres. Le scénario est simple. Israël envahirait le Sinaï, donnant un prétexte à la France et au Royaume-Uni
pour intervenir militairement, soi-disant pour protéger le canal et séparer les belligérants. L'opération est lancée fin octobre 1956, mais le plan se retourne contre ses auteurs. L'Union soviétique menace d'intervenir et surtout, les États-Unis, furieux de ne pas avoir été consultés, font pression sur leurs alliés en menaçant leur économie. Contraints de se retirer, la France et le Royaume-Uni subissent une humiliation diplomatique cuisante. La crise de Suez marque la fin de leur statut de superpuissance mondiale et le début de la véritable hégémonie américaine et soviétique. Pour Nasser, malgré la défaite militaire, c'est une immense victoire politique. Il devient un héros dans le monde arabe et un leader du mouvement des non-alignés. La crise a aussi des conséquences économiques durables, poussant l'Europe à diversifier ses sources d'énergie et à accélérer la construction de supertankers capables de contourner l'Afrique, changeant à jamais les routes du commerce mondial. Voilà comment un coup de poker politique en 1956 a non seulement affirmé la souveraineté d'une nation, mais a aussi redéfini les équilibres de pouvoir et les flux économiques de notre monde. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.